Le journal de 7 heures sur Europe 1. Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On s'approche peut-être de l'épilogue dans l'affaire de la disparition de Kevin et Leslie. Un troisième homme a été interpellé, placé en garde à vue. Quant au suspect numéro 1, Tom, il a été mis en examen pour enlèvement, séquestration et écroué. Pour les enquêteurs, c'est une quasi-certitude. Les pièces du puzzle sont là, sur la table. Reste à les assembler pour éclairer une piste où se mêlent trafic de drogue et déception amoureuse. Le couple, lui, reste introuvable. Reportage du correspondant d'Europe 1 dans le Grand Ouest, Charles Guyard. S'il n'y a pas le départ volontaire, s'il n'y a pas l'accident, qu'est-ce qui reste? Le flou le plus total. Voilà dans quoi étaient plongés en décembre dernier les parents de Leslie, Émilie et Patrick, ici à notre micro, au sujet de la disparition de leur fille et du petit ami de celle-ci, Kevin. Mon hypothèse, après plus de 3 semaines sans nouvelles, c'est enlèvement et séquestration. On l'a beau tourner la question, on n'a pas d'autre solution. C'est aussi sur cette hypothèse que les enquêteurs ont orienté leurs recherches ces derniers mois et depuis hier soir, c'est devenu le motif de la mise en examen de Tom. Interpellé mardi en Vendée, Tom Trouillet, 22 ans, est celui qui hébergeait Kevin et Leslie à Prague au moment de leur disparition le 26 novembre dernier. Aux enquêteurs, selon nos confrères du Parisien, il a nié toute participation directe au fait, assurant néanmoins disposer d'informations concernant un kidnapping en lien avec un trafic de stupéfiants. D'ailleurs, pendant ces auditions, 2 autres individus de 22 et 23 ans ont à leur tour été interpellés. Mercredi pour le premier, dont la garde à vue a même été prolongée jusqu'à aujourd'hui, quand celle du second a, elle, démarré hier matin. Tom Trouillet, lui, vient de passer sa toute première nuit en détention provisoire à Poitiers. Charles Guyard, correspondant d'Europe 1 dans le Grand Ouest. Ils veulent casser la baraque. Le 7 mars, les syndicats décrètent la mobilisation générale contre la réforme des retraites. La CGT, notamment, veut aller encore plus loin, promettant une semaine noire. Et 2 salles, une même ambiance, le tout pour le tout. C'est dans la façon d'y parvenir que l'on peut déceler quelques divergences. On commence avec la Ricamarie, c'est tout près de Saint-Étienne. L'intersyndicale s'est réunie hier à l'occasion d'un meeting. Constat unanime, il faut tout bloquer le 7 mars. Banco, dit le leader de la CGT, Philippe Martinez. Quand c'est arrêté, il n'y a rien qui marche. C'est montrer que tout le monde est concerné et que tout le monde s'investit dans cette journée. Et quand on pèse sur l'activité, c'est aussi un patronat qui voit l'argent qui rentre plus et qui peut se dire, même si on est d'accord avec cette réforme, on pense à nos intérêts. La France à l'arrêt, c'est ça. C'est un vaste mouvement qui dit stop aux 64 ans et aujourd'hui personne ne bosse, tout le monde dit cette réforme on n'en veut pas. Alors aujourd'hui, dit Philippe Martinez, mais demain on continue et on met à genoux l'économie française, discours prononcé par le leader de la CGT, Chimie, à l'issue d'une autre réunion plus tôt dans la matinée. Ce n'est pas l'avis de la CFDT, sa secrétaire générale adjointe Marie-Lise Léon se livre donc à une explication de texte. Bloquer la réforme, oui, la France, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Ça n'a aucun sens si cette réforme, elle passe. Donc, il faut la stopper. Et quand on dit la France à l'arrêt, l'idée n'est pas de bloquer la France. L'idée, c'est de bloquer cette réforme. Et c'est pour ça qu'on le dit ensemble. L'alerte qu'on lance aujourd'hui au gouvernement et au Parlement, c'est entendez ce qui se passe, écoutez ce que disent les manifestants et tous ceux qui sont contre cette réforme et retirez cette réforme pour reprendre les choses dans le bon sens. Marie-Lise Léon, secrétaire générale adjointe de la CFDT avec Thibaut Hu. En attendant, la réforme poursuit son parcours législatif. Première séance au calme hier au Sénat. Bruno Retailleau, le patron du groupe Les Républicains, a levé tout suspense. La droite votera la réforme des retraites, non sans y apporter toutefois quelques modifications. 7h04, comment ça va dans la tête en ce moment? François Braun se rend à Lyon aujourd'hui pour parler psychiatrie et santé mentale. Et c'est l'occasion de faire un bilan et de voir si les engagements du gouvernement ont été tenus. La feuille de route lancée en 2018 s'articulait autour de mesures précises. Yasmina Katou, vous avez pu consulter ce bilan en avant-première pour Europe 1. Oui, et le dispositif Mon Parcours Psy, qui permet d'obtenir 8 séances entièrement remboursées, a largement été utilisé. Lancé il y a moins d'1 an, plus de 90 000 patients en ont déjà bénéficié. Aujourd'hui, il faut passer par son médecin pour obtenir une ordonnance pour ces séances gratuites, mais le gouvernement envisage de donner la possibilité aux sages-femmes d'adresser leurs patientes à un psychologue lorsqu'elles repèrent des signes de dépression postpartum, car les bénéficiaires de Mon Parcours Psy sont majoritairement des femmes. Autre mesure qui a fonctionné, le 3114, mis en place en 2021, a reçu plus de 210 000 appels, complété par le plan Vigilance qui permet de recontacter une personne qui a fait une tentative de suicide. 40% de récidives de tentatives de suicide auraient été ainsi empêchées. Par ailleurs, dans les prochains mois, le ministre de la Santé souhaite mettre l'accent sur les publics précaires. 500 psychologues et infirmiers seront recrutés prochainement pour intervenir dans les lieux d'hébergement et d'accueil. Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe 1. Les
vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. L'engagement, le patriotisme, ces notions ont-elles encore un sens aujourd'hui à l'heure de l'individualisme triomphant? On en parle toute la journée et on s'intéresse ce matin au service national universel. Séjour ou séminaire de 2 semaines moquent les détracteurs de ce rendez-vous réservé aux volontaires de 15 à 17 ans. On y transmet les valeurs républicaines et citoyennes. Louise Sallet a rencontré des adolescents pour qui le patriotisme a encore un sens. Reportage à Sourdin en Seine-et-Marne. Attention! Tous les jours à 8h, c'est la levée des couleurs. Une fois l'uniforme enfilé, caouet foncé, pull bleu et chemisier blanc au logo SNU. Thomas, capitaine, explique à 2 lycéens comment hisser le drapeau. Vous allez le prédéplier. Et Manon entonne le chant de la patrie, le jour de gloire. La Marseillaise répétée matin et soir marque les Toulousaines Camille et Louane. Le premier jour, on nous a réappris la Marseillaise et c'est super important. Au fil des jours, tout le monde le chante de plus en plus fort. De jour en jour, on est plus en cohésion. Ayoub, originaire d'Albi, apprécie ces moments. Ça me plaît. Peut-être qu'il y a des hauts et des bas, mais je suis fier de la France, de ce qu'elle est aujourd'hui. Si on sera en 3e guerre mondiale, il faudrait rassembler des soldats et le plus patriotes possible pour pouvoir se mobiliser. Mais Marie-Julie estime que ça serait une mauvaise idée de rendre ce séjour obligatoire. Si les personnes sont forcées, elles seront vraiment pas investies dans le projet, alors que s'il n'y a que des volontaires, comme ici par exemple, on est tous investis dans la chose. L'organisation des journées enfin laisse parfois à désirer avec des temps morts entre le sport, les sorties et les interventions des associations. Un reportage à Sourdin près de Provins en Seine-et-Marne, Louise Sallet, et ce SNU pourrait progressivement devenir obligatoire dès septembre 2024. La guerre en Ukraine, la Russie, l'attitude de la Chine, il en sera question aujourd'hui à la Maison-Blanche. Entretien Joe Biden, Olaf Scholz sur l'évolution du conflit et le soutien accordé à Kiev. Oubliez les crispations autour de la livraison de chars, le président américain et le chancelier allemand promettent de tourner la page. La suite et la fin du déplacement d'Emmanuel Macron en Afrique centrale. 3 capitales au programme aujourd'hui pour le chef de l'État, Luanda, Brazzaville et Kinshasa. Un même message répété hier d'ailleurs à Libreville, l'âge de la France-Afrique est révolu. Ouais, nous serons avec Arthur Delaborde dans l'avion présidentiel tout à l'heure dans le journal de 8h. Le salon de l'agriculture ferme ses portes ce week-end. Il est encore temps d'aller y faire un tour pour découvrir des stands et des destinations exotiques. La Martinique, la Nouvelle-Calédonie exposent leurs richesses, une opportunité pour les délégations ultramarines de faire découvrir leur patrimoine et d'attirer les touristes. Reportage Alexandra Gégy. Devant son étal de poulet fermier aux fines herbes cuits à la plancha, Bruno Saint-Aimé, président des cuisiniers de Martinique, a le sourire aux lèvres. Pas question pour lui de manquer le salon de l'agriculture cette année. Notre chambre d'agriculture a voulu revenir en force sur ce salon pour revaloriser la destination Martinique. Nous proposons aux gens des plats exotiques. La gastronomie, c'est la vitrine d'un pays. Comme la Martinique, la Nouvelle-Calédonie fait aussi son grand retour. Miel, café, bœuf et cerf recouvrent les étals. De quoi attirer les visiteurs, selon Nathalie Sanuy, représentante de la province du Sud. Nous avons décidé de présenter une autre partie de la Nouvelle-Calédonie, le côté broussard, avec des dégustations de viande importée de Nouvelle-Calédonie. Au-delà de ça, nous avons 2 billets d'avion aller-retour à faire gagner sur le stand de la Nouvelle-Calédonie. Donc nous espérons que les gens viennent massivement en Nouvelle-Calédonie découvrir notre belle île du Pacifique. 500 000 visiteurs sont attendus sur le salon, l'occasion pour l'Outre-mer de promouvoir un nouveau tourisme agricole comme alternative aux stations balnéaires. Voilà, reportage Alexandra Gégy, le salon de l'agriculture. Dimitri, c'est jusqu'à dimanche, porte de Versailles, à Paris. Ah bah oui, évidemment. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal.